Une fois, je suis resté 9 jours sans que personne ne passe la porte d'entrée. Pas 9 jours sans visite, 9 jours sans qu'aucun autre être humain ne franchisse le seuil de cette maison. Je le sais parce que j'ai vérifié le calendrier après coup. J'ai compté à l'envers. Il n'y avait aucune marque dessus. 9 cases vides. Je suis Walt. J'ai 82 ans. Et ce que personne ne vous dit sur le fait de vivre seul à cet âge, ce que tous les articles et tous les parents bien intentionnés se trompent à dire, c'est que le danger n'est pas la solitude. Pas exactement. Le danger, c'est que vous arrêtez de remarquer que vous disparaissez. Je n'étais pas un homme fait pour la vie domestique. Je veux être clair là-dessus. Pendant plus de 40 ans, la maison tournait parce que Linda la faisait tourner. Je travaillais, elle gérait tout le reste, et je me disais que c'était un arrangement équitable parce que je subvenais aux besoins. La structure de la vie quotidienne, les repas à heures régulières, les surfaces propres, une cuisine qui sentait bon les petits plats. Tout cela, c'était elle. Je m'y présentais comme on se présente au travail. On entre, c'est là, on ne se demande pas qui l'a construit. Quand Linda est partie, j'avais 74 ans. Les enfants sont venus, sont restés une semaine, puis sont repartis. Et je me suis retrouvé debout dans cette cuisine, seul pour la première fois en 50 ans, sans avoir la moindre idée de ce que je faisais là. Je pensais que je m'en sortirais. Je suis un homme pragmatique. J'avais dirigé un atelier de fabrication, j'avais géré crise après crise à l'usine sans jamais perdre pied. Une maison ne pouvait pas être plus difficile que ça. Il s'avère qu'une maison est bien plus difficile que ça. Non pas à cause de l'entretien physique, j'avais toujours géré les travaux manuels, mais parce que la structure invisible, le rythme que Linda avait construit sans même que je m'en aperçoive, avait complètement disparu. Et je n'avais rien pour le remplacer. La première chose que j'ai laissé tomber, c'est la cuisine. Pas d'un coup, c'est arrivé comme la plupart des choses qui se détériorent, si progressivement que chaque jour semblait normal. Une assiette laissée dans l'évier, puis 2 assiettes, puis une casserole du mardi encore sur la cuisinière le jeudi, parce que je mangeais directement dedans et qu'il semblait inutile de laver quelque chose que j'utilisais encore. Ma plus jeune, Rachel, est passée sans prévenir un samedi, environ 3 mois après le décès de Linda. Elle est entrée dans la cuisine, est restée là un moment, et a dit très doucement « Papa ». Juste ça, pas une accusation. Juste mon nom, avec un ton qui signifiait qu'elle regardait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de voir. L'évier était plein. Le plan de travail était jonché de papier et de courrier empilés. Une tasse de café de je ne sais quand, une pile que j'avais retirée de je ne sais quoi, et laissée là en pensant la remplacer. Le sol avait besoin d'un coup de balai. Je n'avais rien remarqué parce que j'y vivais petit à petit, chaque jour étant seulement un peu pire que le précédent. J'ai dit que ça allait, que j'allais m'en occuper. Elle n'a pas discuté. Elle a rempli l'évier d'eau et a commencé à faire la vaisselle. Je suis resté là à la regarder, ce qui m'a mis mal à l'aise. Alors j'ai pris le balai et j'ai commencé à balayer. Nous avons travaillé en silence pendant environ 20 minutes, et quand nous avons eu fini, la cuisine ressemblait de nouveau à une cuisine. Je ne l'ai pas remerciée correctement. J'ai dit quelque chose sur le fait que ce n'était pas si grave. Rachel s'est essuyé les mains et a dit « Papa, si tu ne peux plus le voir, c'est justement ça le problème. » Et elle est partie. Elle avait raison. Je n'avais pas été capable de le voir. J'y étais tous les jours, à préparer le café, à manger debout au comptoir, à faire les mêmes gestes, et l'accumulation lente du désordre était devenue invisible pour moi parce que j'étais dedans. Après son départ, je suis resté là, dans cette cuisine propre, et quelque chose s'est débloqué. Je n'ai pas d'autre mot. Comme si une pression que je n'avais pas remarquée s'était évaporée. 20 minutes, c'est tout ce qu'il avait fallu. J'ai commencé à le faire tous les matins après ça, juste après le café. Pas parce que je tiens à avoir une maison rangée, honnêtement je m'en fiche, mais parce que j'avais appris quelque chose ce matin-là. Quand l'espace s'effondre, on s'effondre à l'intérieur, et le plus effrayant, c'est qu'on ne le sent pas arriver.
On s'habitue simplement, lentement, à vivre dans les décombres. La deuxième chose que j'ai laissé tomber, c'est de sortir. Celle-là était plus subtile, plus facile à justifier. Je me disais que j'étais fatigué, que j'avais gagné le droit de rester chez moi. J'avais une voiture dans l'allée et un téléphone pour me faire livrer n'importe quoi, et à 75 ou 76 ans, l'idée de simplement rester sur place ressemblait moins à une retraite qu'à une adaptation raisonnable à l'âge. Le monde était devenu plus bruyant. Le supermarché était devenu plus compliqué. Des caisses automatiques qui se comportaient différemment à chaque fois, des parkings qui semblaient exiger les réflexes d'un homme plus jeune. Alors j'ai arrêté de sortir. Pas d'un coup. D'abord le supermarché parce que la livraison était plus simple. Puis l'église parce que le trajet semblait long par un matin froid. Puis le magasin de bricolage parce que je pouvais généralement trouver quelqu'un de plus jeune pour m'apporter ce dont j'avais besoin. Je suis resté presque 3 semaines sans quitter la maison une seule fois. Je le sais parce que j'ai vérifié le calendrier pour ça aussi. 3 semaines. Et je ne l'avais pas remarqué. J'avais été assez occupé entre ces 4 murs, à réparer des choses, à regarder les infos, à lire, pour que les jours passent sans que je n'aille nulle part. Ce qui m'a poussé dehors, c'est le magasin de bricolage. J'avais besoin d'une charnière spécifique, le genre de choses qu'on ne peut pas facilement décrire à quelqu'un d'autre sans qu'il se trompe. Je devais y aller moi-même. J'ai donc conduit jusqu'au magasin un mardi après-midi, j'ai trouvé ce qu'il me fallait et j'ai fait la queue pour payer. L'homme devant moi a dit quelque chose au caissier qui a ri, une discussion banale, le genre de choses qui arrivent 100 fois par jour dans un magasin de bricolage. Et je suis resté là, réalisant que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais été dans une pièce avec des inconnus. Juste des inconnus ordinaires vaquant à leurs occupations ordinaires. Je suis rentré avec ma charnière et je suis resté assis dans la voiture dans l'allée pendant quelques minutes avant de rentrer. Quelque chose avait basculé. J'étais resté à l'intérieur si longtemps que j'avais cessé de savoir ce qui me manquait. C'est exactement le mécanisme. Ce n'est pas que le monde vous manque. Vous perdez la capacité de ressentir ce manque parce que vous avez oublié ce que cela faisait d'en faire partie. 3 fois par semaine maintenant. Pas toujours loin, pas toujours longtemps. Parfois, c'est juste conduire jusqu'à la station-service sans raison particulière. Mais je quitte cette maison 3 fois par semaine, au minimum. Pas parce que quelqu'un me l'a dit, parce que cet après-midi-là, au magasin de bricolage, j'ai compris ce qui m'arrivait en silence, et je ne voulais pas que ça continue. Cela va paraître ridicule, mais une fois je suis allé à la pharmacie spécifiquement pour acheter une boîte d'aspirine que j'avais déjà. J'en avais même 2. Je les ai trouvées en rentrant, là où elles avaient toujours été, dans le placard au-dessus de l'évier. J'en ai acheté une 3e. Maintenant, j'ai assez d'aspirine pour me survivre de plusieurs décennies, ce qui, à 82 ans, semble optimiste, mais au moins je suis sorti. La pharmacienne pense probablement que j'ai un problème. Elle n'a pas tout à fait tort. La 3e chose que j'ai laissé tomber, c'est la journée elle-même. À l'usine, ma journée avait une structure, comme un bâtiment à des murs. On arrivait à une certaine heure, les choses se passaient dans un certain ordre, on partait à une certaine heure. Pendant plus de 40 ans, j'ai vécu dans ce cadre, et je n'ai jamais pensé à ce que ce cadre faisait pour moi. Je pensais que c'était juste le boulot, l'endroit où l'on allait. Mais le cadre faisait quelque chose. Il organisait le temps en quelque chose de vivable. Et quand j'ai pris ma retraite à 67 ans, le cadre a disparu, et je me suis dit que j'en étais content. Plus de réveil, plus d'horaire. Je pouvais manger quand je voulais, dormir quand je voulais, faire ce dont j'avais envie. C'est le rêve, non? C'est ce pourquoi on travaille. La réalité m'a rattrapé environ 4 mois plus tard. J'ai commencé à me réveiller à des heures différentes chaque jour, parfois à 7 heures, parfois à 10 heures, une fois à midi. Les repas arrivaient quand j'avais faim, ce qui signifiait parfois un petit déjeuner complet à 2 heures de l'après-midi et rien d'autre. Le sommeil est devenu étrange. Je faisais une sieste l'après-midi, puis je restais éveillé à 3 heures du matin
à regarder une télé que je n'avais pas particulièrement envie de regarder. Quand Linda est partie et que je me suis retrouvé vraiment seul, la dérive a empiré. Sans ses rythmes dans la maison, sa routine matinale, ses heures de repas, les sons qui vous indiquaient l'heure sans regarder l'horloge, je n'avais presque plus rien pour ancrer la journée. Mon médecin m'a demandé une fois, assez directement, à quelle heure je me réveillais. J'ai dit que je n'étais pas sûr. Il m'a regardé un instant et a dit « Walt, votre corps cherche un signal pour savoir qu'il peut fonctionner normalement. Il n'en trouve pas. » Il a dit ça comme si c'était simple, et je suppose que ça l'était. J'ai mis une alarme. 6h30, la même heure que celle à laquelle je m'étais levé pendant 40 ans de travail. Et je me suis levé quand elle a sonné, même quand je n'en avais pas envie, même le week-end quand il n'y avait aucune raison. J'ai fait du café. Je me suis assis avec ma tasse. J'ai laissé le matin être un matin au lieu d'être simplement la prolongation d'une nuit floue. Ça a l'air de rien, mais la journée s'est organisée autour de cette première décision. Une fois que je m'étais levé à une certaine heure, que j'avais mangé à une heure raisonnable, que j'étais sorti quand je l'avais prévu, tout tenait debout d'une manière différente. La structure n'est pas une cage, je le comprends maintenant. Pour un homme vivant seul, la structure est la chose qui empêche les jours de s'avaler les uns les autres. La quatrième chose que j'ai laissé tomber était plus difficile à admettre. J'ai laissé les gens cesser d'avoir de mes nouvelles. J'avais toujours été réservé. Ce n'était pas nouveau. J'ai été réservé toute ma vie, discret sur ce qui se passait vraiment à l'intérieur, plus doué pour être présent que pour m'expliquer. Après la mort de Linda, les appels sont arrivés, de la famille, d'anciennes connaissances du boulot, de quelques hommes que je connaissais depuis des années par l'usine. Je répondais, mais je gardais les conversations courtes, parce que la réponse honnête à « comment ça va » était compliquée et que je n'avais pas l'énergie de gérer la réaction des autres. Alors je restais bref. « Ça va, on fait avec, vous savez ce que c'est. » Et au bout d'un moment, les appels se sont espacés, parce que les gens ont compris le message. Je n'avais pas besoin de grand-chose, que je gérais. C'était le message que j'envoyais, et ils m'ont cru parce que c'était plus facile pour tout le monde. 2 ans après le départ de Linda, j'ai glissé sur la marche arrière en décembre. Du givre que je n'avais pas remarqué sous la fine couche de neige. Je suis tombé lourdement. Je me suis cogné le coude sur le bord en béton de la marche, et je suis resté là un moment à vérifier ce qui était cassé ou non. Rien de grave au final. De gros bleus, secoués, humiliés. Je me suis relevé et je suis rentré. Mais allongé sur cette marche, dans le froid, avec le coude qui lançait, la pensée qui m'est venue à l'esprit était calme et précise. Personne ne s'attend à avoir de mes nouvelles. Personne ne remarquerait un silence particulier. C'est une chose étrange à savoir sur soi-même, utile, mais étrange. J'ai appelé Ellie le soir même, ma sœur. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques mois. Elle a décroché à la 2e sonnerie, surprise. Je lui ai dit que j'étais tombé, que j'allais bien, que je pensais simplement qu'elle devait le savoir. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Walter, je veux que tu m'appelles tous les dimanches. » J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle a dit « Je sais que ça ne l'est pas. Appelle-moi quand même. » Elle était sérieuse. Chaque dimanche depuis lors. 15-20 minutes. Elle me raconte des choses sur sa vie, je lui raconte des choses sur la mienne. Pas des choses importantes surtout. La météo, ce que j'ai réparé dans la maison. Elle a mentionné le mois dernier qu'un de ses petits-enfants commençait à poser des questions sur notre père, comment il était, et nous avons passé la majeure partie de l'appel à nous souvenir de lui. Le poids de ses pas, son odeur quand il rentrait du froid. Des choses que je n'avais pas dites à voix haute depuis 30 ans. Thomas Laurent, le voisin, sait qu'il doit frapper à la porte si ma voiture est dans l'allée et qu'il ne m'a pas vu depuis 2 jours. Je ne lui ai pas demandé. Il le fait, c'est tout. Nous n'en avons jamais parlé. C'est très bien comme ça aussi. Je veux dire quelque chose sur les matins. Il y a une qualité particulière dans cette maison tôt le matin que je n'appréciais pas quand elle était pleine de monde. Trop de bruit pour le remarquer.
Mais seul, à 6h30 en hiver, quand il fait encore noir dehors et que le café coule, la maison a une qualité de calme que j'en suis venu à chérir d'une manière que je ne peux pas tout à fait expliquer. Ce n'est pas le calme de l'absence, c'est autre chose. Comme si la maison respirait lentement, comme on le fait quand on s'est enfin posé. Je m'assois avec mon café à la table de la cuisine. La même table que nous avons depuis 35 ans. Un peu bancale sur un pied, quelque chose que je n'ai jamais pris le temps de réparer. Et je regarde la fenêtre. Certains matins, le jardin est juste sombre et gris. Certains matins, il y a du givre sur les poteaux de la clôture qui attrape la première lumière et la retient. Certains matins, le rouge-gorge est de retour, le mâle, rouge comme une décision délibérée, assis dans les branches nues du chêne, comme s'il voulait marquer un point. Je ne sais pas quand j'ai commencé à prêter attention à cet oiseau, mais je le cherche du regard maintenant. Ce que je sais, assis ici à 82 ans, c'est que vivre seul est une compétence. Pas un malheur, pas une phase, une compétence. Et comme la plupart des compétences, personne ne vous l'enseigne. Vous devez la découvrir en vous trompant d'abord. Je me suis trompé pendant quelques années avant de commencer à réussir. La cuisine, les sorties, l'emploi du temps, les appels à Ellie, de petites corrections, une par une, rien de spectaculaire. Mais elles ont fini par former un tout. La maison n'est plus silencieuse de la même manière qu'elle l'était juste après le départ de Linda. Elle est toujours calme. Je suis toujours un homme seul dans une maison bâtie pour plusieurs, mais c'est un autre type de calme. Un calme qui m'appartient, plutôt qu'un calme qui est juste le reste de tous ceux qui sont partis. Mon aîné est passé il y a quelques semaines. Daniel qui ne passe pas sans raison. Il est entré, a pris un café, a fait un tour. Il a dit que la maison avait une bonne tête. J'ai dit qu'elle était comme d'habitude. Il a dit « Non, elle est vraiment propre. La dernière fois que je suis venu, tu avais des piles de courrier sur chaque surface. » Je n'y avais pas pensé, mais il avait raison. Il y a 1 an, peut-être 2, l'endroit partait à la dérive. Plus maintenant. Il n'est pas resté longtemps. Il ne reste jamais longtemps. Mais avant de partir, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte un instant et a dit « Je suis content que tu ailles bien, papa. » Pas comme une politesse, comme quelque chose qu'il pensait vraiment. J'ai dit que c'était le cas, et je disais la vérité. J'ai vécu dans cette maison pendant plus de 50 ans. J'y ai élevé 5 enfants. J'y ai perdu Linda. J'ai appris, finalement, à l'habiter selon mes propres termes. Il y a des matins où je traverse ces pièces et quelque chose se serre dans ma poitrine. Pas du chagrin exactement, plutôt un poids. Mais ça ne reste pas longtemps. La journée avance. Le café doit être fait. Le rouge-gorge est de retour dans le chêne. 82 ans, c'est long pour être en vie. Assez long pour s'être trompé sur la plupart des choses au moins une fois. Assez long pour comprendre que les petites choses, les 20 minutes à nettoyer la cuisine, le trajet au magasin de bricolage sans urgence, l'appel du dimanche à Ellie, ce ne sont pas des petites choses. C'est toute l'architecture, le cadre invisible qui rend le reste vivable. Je ne le savais pas à 40 ans. Je le savais à peine à 70. Mais je le sais maintenant. Assis ici dans le calme du matin avec un café qui refroidit, à regarder la lumière changer dans le jardin. Merci de m'avoir écouté. Ce n'est pas une phrase que j'utilise à la légère. Je ne suis pas quelqu'un qui dit des choses qu'il ne pense pas. Si vous voulez revenir vous asseoir ici, je serai là. Même chaise, même rythme. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.